Christelle Bianchi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la chargée de mission nouvellement nommée depuis le mois de janvier, c'est ça, de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Alors, cette agence, quel est son rôle et vous, quelle est plus spécifiquement votre mission ? Très bien. Donc l'agence, qui est qu'un groupement d'intérêt public, son rôle, elle a un rôle d'abord d'observatoire de l'illettrisme et ensuite elle va organiser et coordonner en fait la prévention et lutte contre l'illettrisme sur les différents territoires grâce à ses chargés de mission régionaux. Dont moi, vous. Voilà. Alors, pour qu'on comprenne bien, parce que vous me l'avez expliqué, donc maintenant je commence à comprendre, mais il y a plein de gens qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui ne savent pas. Quelle est la différence entre illettrisme, analphabétisme et vous m'avez cité un autre... Profil FLE. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, qu'on comprenne bien de quoi on parle ? Bien évidemment. L'analphabétisme, c'est une personne qui n'a jamais eu de formation initiale, qui n'a jamais été à l'école. Donc, en fait, elle ne connaît pas comment tracer une lettre, elle ne connaît pas l'alphabet. Les profils FLE, ce sont des personnes qui ont peut-être été à l'école, mais dans une autre langue que la langue française. Et donc, ils sont demandeurs généralement de l'apprentissage de la langue française par rapport à un parcours de vie, tout simplement. Et par contre, une personne en situation d'illettrisme, c'est une personne qui a reçu une formation initiale, qui a été à l'école en langue française, qui a reçu des cours en langue française, mais qui se retrouve à l'âge adulte en difficulté, en lecture, pour écrire et aussi compter. Pour compter, oui. Quelle est la situation de l'illettrisme à Mayotte ? Alors, l'illettrisme à Mayotte, les chiffres sont sensiblement les mêmes que ceux en métropole. Alors, ça m'a beaucoup étonnée quand vous m'avez dit ça tout à l'heure. Je pensais que c'était plus marqué et vous m'avez expliqué pourquoi. Voilà, c'est parce que justement, il y a sans doute on confond sans doute avec les profils FLE dont je parlais tout à l'heure. Donc, des gens qui sont allés à l'école dans une autre langue que le français. Voilà, mais donc les chiffres sont sensiblement les mêmes qu'en métropole. Alors, ce sont des vieux chiffres de 2012, mais justement, bientôt l'INSEE va relancer une nouvelle enquête et ça permettra d'avoir peut-être des nouveaux chiffres et voir justement s'il y a vraiment une différence entre la métropole et Mayotte. Et vous parliez de 7% tout à l'heure. Et c'est ça. Pareil en métropole. C'est ça. Alors, quand on est en situation d'illettrisme, comment on fait pour travailler ? Parce que ça concerne des enfants, mais ça concerne des adultes aussi. Comment on fait pour travailler quand on a un problème pour lire, pour écrire et pour compter ? Et vous me disiez que beaucoup de ces 7% étaient des gens qui travaillaient. Tout à fait. Alors, bien souvent, c'est parce que justement, ils ont acquis des mécanismes dus à leur profession. Ils connaissent exactement le process de leur métier et on ne voit pas justement qu'ils sont en difficulté. Bien souvent, on remarque la difficulté, on remarque qu'on peut avoir des salariés en situation d'illettrisme quand tout d'un coup, il y a un changement de process au sein de l'entreprise. Voilà, un changement d'organisation, des nouvelles procédures mises en place. Et là, on va sans doute remarquer que des salariés sont en difficulté. Alors, quelqu'un qui est en situation d'illettrisme, un adulte, dans son milieu professionnel ou même familial, est-ce qu'il en parle ? Parce que lui le sait, mais est-ce qu'il le dit à ses proches ? Non, justement, ces personnes-là vont mettre en fait des stratégies en place, des stratégies d'évitement, de contournement, pour éviter de se retrouver justement en situation qui va pointer en fait justement leur difficulté, comme je disais tout à l'heure, à lire ou à écrire ou à compter. L'employeur de ces personnes a des devoirs, des responsabilités, des obligations vis-à-vis de ses salariés quand il détecte qu'il y a un problème ? Alors, en tout cas pour l'employeur, vaut mieux qu'il puisse faire monter en compétence ses salariés, puisqu'en fait, forcément, l'illettrisme, les situations d'illettrisme, il y a des coûts cachés. Ça va impacter sur ses coûts à l'employeur. Et donc, il n'est pas obligé de le faire, mais il vaut mieux. Mais après, on peut comprendre que ça coûte cher aussi d'envoyer un salarié en formation. Mais là, justement, il y a tout un travail à réaliser, d'abord de sensibilisation auprès des employeurs et leur faire remarquer qu'il y a des coûts cachés à ça. Et ensuite, il y a aussi des formations à adapter, la FEST notamment, formation en situation de travail. Voilà, il y a des choses qui peuvent se réaliser. Quand on est un adulte et qu'on est en situation d'illettrisme, on peut encore apprendre
À lire, à écrire, à compter? Totalement, hein, c'est pas une fatalité hein, d'être en situation d'illettrisme, on en sort de l'illettrisme. Comment on fait? On va frapper à quelle porte? Alors pour soi ou pour un de ses proches, comment on s'y prend? C'est chez vous qu'il faut aller frapper? Oui, par exemple, on peut très bien, puisque justement, je suis là aussi pour accompagner la personne à justement lui proposer des opérateurs sur le territoire qui pourront justement l'accompagner dans sa démarche, bien évidemment. Mais la clé d'entrée la plus fréquente, c'est laquelle? Les associations. Mais quelles associations? Alors, ça va être des associations qui proposent justement des actions de lutte contre l'illettrisme, hein, tout simplement. Voilà, après, il y en a beaucoup sur le territoire, donc je ne vais pas en nommer une plus que d'autres. Oui, bien sûr. Voilà, il y en a beaucoup. On peut retrouver la liste sur votre site internet, par exemple? Alors, sur notre site internet, non, mais en m'appelant, je peux très bien à ce moment-là donner, bien évidemment, des associations qui œuvrent pour ça. Les enfants. Comment est-ce qu'on peut être un enfant scolarisé à Mayotte et se retrouver dans une situation d'illettrisme? Parce que c'est quelque chose qui est difficile à comprendre quand même. Oui, alors en fait, c'est vrai que pour les enfants, ils ne sont pas en situation d'illettrisme. Hein. On parle d'illettrisme à partir de l'âge de 16 ans. D'accord. Avant, on ne va pas parler de ça. On va parler, par contre, on va plutôt être sur le volet de la prévention. D'accord. Et là, on va s'appuyer sur des actions éducatives familiales. Hein, on va essayer justement de travailler aussi avec les parents qui, eux, sans doute, sont peut-être en situation d'illettrisme ou peut-être, là, pour le coup, en situation d'analphabétisme ou de profil FLE, mais on va essayer de travailler quand même avec eux, de leur proposer des actions pour qu'ils deviennent autonomes, pour qu'ils puissent comprendre la scolarité de leur enfant et justement faire en sorte que l'enfant ne devienne pas un futur décrocheur ou voilà, qu'il ne soit pas un mauvais élève. Et dans les classes, enfin en tout cas dans l'enseignement, la partie enseignement scolaire, il y a des prises en charge spécifiques pour ces jeunes élèves? Bien évidemment, il y a différents dispositifs mis en place par l'Éducation nationale pour venir en aide à des enfants qui sont en difficulté. Oui. Comment ça se passe? On les enlève de la classe, on les met dans une classe à part ou c'est des cours en plus? Cela dépend. Alors des cours en plus, il peut y avoir peut-être pour le second degré, mais je ne voudrais pas dire de bêtises puisque j'ai essentiellement travaillé dans le premier degré. Mais généralement, il peut y avoir, oui, soit on les sort d'une classe, soit en fait ça se fait aussi au sein de la classe, l'accompagnement. Mais quand un enfant arrive dans une classe, et c'est le cas à Mayotte, qu'il ne parle pas le français facilement, comment ça se passe? Parce qu'il a moins de chances qu'un autre. Il va se retrouver dans le profil FLE dont vous parliez. Oui, alors là, il y a les fameux enseignants UPE2A qui prennent justement ces différents enfants par classe. Enfin, ils sortent de leur classe, mais ils reconstruisent en fait notre groupe et ils vont avoir des heures, enfin pas des heures supplémentaires, mais des heures d'accompagnement justement pour rentrer dans la langue française, une langue française de scolarisation notamment pour déjà qu'ils comprennent l'environnement scolaire et voilà. Donc ils ont des heures spécifiques ces enfants-là. Et on retrouve ces classes spécifiques dans tous les établissements scolaires de Mayotte? Bien sûr. Il y a en fait, c'est le CASNAV qui gère des enseignants spécialisés qu'on appelle les UPE2A et qui vont, en fait, c'est les UPE2A qui bougent d'établissement scolaire à établissement scolaire pour justement donner des heures de cours à ces élèves-là. Oui. Il y a combien de ce type d'enseignants aujourd'hui à Mayotte? Je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire. Mais tous les enfants qui sont dans cette situation bénéficient d'un accompagnement? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Oui, il y a vraiment. Alors, c'est ce qu'on appelle les primo-arrivants. Hein. Oui. En fait, il y a un accompagnement sur 1 an ou 2 ans, selon s'ils sont arrivés en début d'année ou en milieu d'année. Mais oui, il y a tout à fait un accompagnement pour ces élèves-là, oui. Alors, vous disiez au début de cet entretien que l'une de vos missions était de pouvoir animer un observatoire. Ça a quel but ? Alors, ça va permettre de peut-être mesurer aussi tout simplement l'illettrisme et de ne pas forcément attendre les enquêtes de l'INSEE. Et ensuite, ça va être aussi de recenser les actions qui réussissent, justement, soit dans le volet prévention, soit sur le volet lutte contre l'illettrisme. Et voilà, pour permettre après, justement, d'outiller les différents opérateurs en recensant justement ce qui a fonctionné ou pas auprès de différents territoires.
Et à côté de cette mission d'observatoire, quel va être votre rôle, puisque on le disait, vous avez pris vos fonctions récemment, en début d'année. Alors, mon rôle, ça va être une mise en réseau, déjà, des différents acteurs sur le territoire. Une mise en réseau et surtout en promouvant, en fait, une démarche de coopération. Nous sommes vraiment dans cette démarche-là au sein de l'agence. C'est la coopération, la coopération, la coopération. Nous pensons que c'est comme ça qu'on arrivera justement à avoir des actions qui sont beaucoup plus efficientes, justement, soit sur le volet, encore une fois, prévention ou lutte contre l'illettrisme. Ensuite, ma mission, ça va être aussi d'organiser les journées nationales d'action contre l'illettrisme qui ont lieu du 8 au 15 septembre. Cette année, le thème, ça sera justement l'illettrisme en milieu de travail. Voilà, l'appel est lancé pour ceux qui voudront se faire labelliser. Ça va être bien évidemment d'accompagner des opérateurs qui souhaitent un accompagnement pour justement mettre en place des actions et surtout qu'elles réussissent. Il y a des budgets de formation, parce que quand on parle d'illettrisme, il y a une notion d'apprentissage, hein, lire, écrire, compter, il faut apprendre. Il y a des budgets qui sont aujourd'hui prévus et dans la formation professionnelle et dans la formation initiale pour contourner le problème en réalité. Tout à fait, il y a différents budgets qui sont issus de différents services de l'État. Ça existe bien évidemment. Alors je ne vais pas tous les dire puisque voilà, mais il y en a, ça existe et généralement les opérateurs et les différents acteurs le savent et on essaie bien évidemment de s'appuyer dessus pour réaliser des actions, oui. Si un opérateur veut faire labelliser une démarche qu'il a mise en place dans ses activités, comment il s'y prend ? Alors, il me contacte et puis après, justement, on va travailler ensemble sur la labellisation, et à l'issue de cette labellisation, il pourra justement présenter son action lors des journées nationales des actions contre l'illettrisme. Et comment ça se passe, un processus de labellisation ? Qu'est-ce qu'il doit faire, savoir faire, montrer ? Alors en fait, ça va être surtout, grosso modo, une fiche de projet qui présente et puis on est là aussi pour témoigner de l'action qui est mise en place. On va regarder tout simplement sur place ce qui se réalise. Et puis après, il va recevoir un kit de l'agence de Lyon, le siège, où il y a justement différentes choses dans ce kit, notamment sur prendre des photos, par exemple, des apprenants, etc., pour pouvoir après en faire des cartes postales, tout simplement, et avec un message, bien évidemment, un message qui prouve qu'on peut sortir de l'illettrisme. Les journées du mois de septembre, elles vont se dérouler comment ? Ça va se passer où ? Qui est invité ? Ça peut se passer sur tout le territoire. Tout le monde est invité, c'est ouvert au grand public, ce type de manifestation. Et justement, là, ça va dépendre de qui veut être labellisé pour ces journées-là. Et l'objectif, c'est de faire la promotion des méthodes, c'est des échanges entre les professionnels ou c'est juste de la com ? Alors, les objectifs, ça va être exactement comme vous venez de le dire, ça va être autant pour partager des méthodes, autant pour partager tout simplement une action réussie, donc de la communication, mais ça va être aussi promouvoir la rencontre entre différents acteurs. Voilà, c'est tout ça. Christelle Bianchi, c'est déjà la fin de ce temps de parole. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau ce matin. Et bon courage parce que c'est un travail important que vous menez pour accompagner la population en difficulté. Merci beaucoup. C'est la fin de ce premier temps de parole. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Coésie.